Les amis, nous arrivons à notre troisième partie sur l'introduction à l'informatique et à la programmation et nous allons maintenant écrire ensemble nos premières lignes de code. Et cela avec le langage le plus connu de l'histoire informatique, celui à l'origine de bien des systèmes que vous utilisez d'ailleurs tous les jours, le langage C. Et voici le premier code en langage C que je vous propose d'étudier. Ce code n'est pas choisi par hasard car il permet de mettre à plat les bases fondamentales de ce langage et même de la programmation en général. Avant de le détailler, rappelez-vous que l'ordinateur ne comprend que des 0 et des 1 et que techniquement on pourrait écrire un programme de cette façon, mais les quelques lignes que vous voyez à l'écran, en plus d'être à peu près compréhensibles par n'importe quel être humain, vous évitent de taper des millions de 0 et de 1 à la suite de façon très bien organisée. Le langage de programmation a précisément pour but de nous affranchir l'écriture de code difficile. C'est exactement comme la fameuse lettre A qui vaut 65 ou encore ceci en binaire. Il est pour vous et pour moi aussi, beaucoup plus facile d'écrire A et de retenir cette lettre plutôt que le nombre binaire correspondant, imaginé à tout le reste de l'alphabet. Concentrons-nous directement sur l'essentiel de ce code à présent, printf hello world. Je l'ai volontairement écrit en anglais car c'est une sorte de standard dans le milieu de la programmation. On commence souvent un programme, la programmation d'ailleurs, par un petit code qui affiche Hello World, bonjour tout le monde à l'écran. Et puis tout comme en français on finit les phrases par des points, en langage C on finit ce que l'on appelle des déclarations, des instructions, par des points virgules. C'est plus facile pour le compilateur de séparer ainsi les actions demandées. Et vous voyez cependant que toutes les lignes ne finissent pas par un point-virgule pour autant, tout comme en français là encore, où l'on a aussi des parenthèses, des virgules, etc. selon les structures de la langue. La différence cependant avec une vraie langue, c'est que les mots ne sont pas tous écrits par défaut dans un dictionnaire. Et oui, imaginez que nous inventions un mot comme biotul, ouais je viens d'inventer ça, et ça n'existe pas dans la langue française. Du coup, vous n'allez pas comprendre ce que je dis, ce que ça signifie si je vous parle de cela, si je vous dis biotul. Mais si je vous dis avant que biotul veut dire afficher un message, vous allez comprendre lorsque je dis biotul bonjour, afficher le message bonjour. Et devinez quoi, ici on a printf qui est comme notre biotul, le compilateur doit savoir ce que ça veut dire avant de l'utiliser. Printf est ce que l'on appelle une fonction qui permet une action donnée à partir de ce qu'on lui fournit en entrée. Souvenez-vous du graphique vu précédemment avec l'entrée, l'algorithme et la sortie. Et pour savoir ce que signifie printf, on a la ligne tout en haut du code qui dit explicitement au compilateur d'inclure, include, un fichier donné appelé ici stdio.h, standard input output, et .h c'est header pour un en-tête. On l'inclut donc au début de ce code, ce n'est pas par hasard, la fonction printf est en fait déjà prédéfinie ou programmée si vous voulez dans ce fichier. Le compilateur saura où le trouver et saura donc que printf permet d'afficher un message de façon formatée. La syntaxe de cette instruction d'inclusion commence par un dièse de façon à dire au compilateur que ceci est une inclusion justement de fichiers et non pas une fonction en une autre partie de code. Vous verrez par la suite que nous pourrons créer n'importe quelle fonction ensuite et on va simplement la mettre en haut du code pour que le compilateur puisse la connaître avant de l'utiliser tout simplement pour lui dire cette fonction elle fait ça, voilà tu peux ensuite l'utiliser lorsque tu la trouveras plus tard dans le code. On arrive au dernier point fondamental de ce code, la fonction main, et non pas main. Et oui, en fait, cette fonction est une fonction un petit peu spéciale et réservée, car elle définit le point d'entrée du programme. C'est toujours une question de standard, elle aurait pu s'appeler start ou peu importe, mais ici c'est main pour fonction principale en anglais. Les crochets ouvrant et fermant délimitent le cadre de la fonction. Il n'y a pas de point-virgule après le crochet fermant car le compilateur comprendra par ces mêmes crochets que c'est une déclaration de fonction. Les parenthèses entre le nom main et le premier crochet permettent de définir des paramètres à la fonction. Là encore, c'est exactement la même chose que notre graphique de base, il s'agit des entrées. Si vous souhaitez faire une addition de deux nombres par exemple, eh bien il faut deux nombres.
Si vous souhaitez afficher un message, eh bien il faut le message en question que vous souhaitez afficher. La fonction main ne prend ici aucun paramètre, d'où le fait qu'il n'y a rien entre les parenthèses, mais le compilateur exige qu'elle soit présente tout de même, même s'il n'y a pas de paramètres à donner. Mais pour simplifier, c'est exactement ce que printf fait. Il utilise en fait une chaîne de caractères fournie par le programmeur et il l'affichera ensuite à l'écran. La déclaration, sous-entendu la création de la fonction printf, ressemblerait donc naïvement à quelque chose comme ceci. Vous voyez par la même occasion que créer ou déclarer une fonction se fait différemment que l'utiliser. En reprenant l'exemple du dictionnaire, on y verrait par exemple programmeur, non masculin, informaticien qui réalise des logiciels, etc., etc. Mais on ne redit pas cela à chaque fois qu'on emploie le mot dans une phrase. Et puis autre point important, on peut tout à fait appeler des fonctions dans des fonctions, comme main ici, qui appelle printf dans sa déclaration. En gardant mon exemple, c'est comme dans la définition de programmeur où j'utilise le mot informaticien, et qui est lui aussi décrit autre part dans le dictionnaire, mais que l'on ne redécrit pas dans la définition du mot programmeur. Dernier point, ou plutôt dernière question ici, le int devant main. J'en ai brièvement parlé précédemment, le stockage de n'importe quelle donnée se fait sous forme de 0 et de 1. Il faut donc quelque part noter si les 0 et 1 en question doivent être traités comme un nombre, comme des caractères, ou peu importe. Pour une fonction d'addition par exemple, on devrait donc être très clair, même si c'est évident pour nous, sur le fait qu'on souhaite donner d'abord deux nombres entiers, ou à virgule, et que le résultat également sera aussi un nombre entier ou un nombre à virgule. Il faut le préciser tout de même au compilateur et donc au système. Le type de résultat de la fonction est donc donné avant son nom. C'est peut-être un petit peu bizarre et pas très évident, mais il faut le placer avant les noms de fonctions ou les noms de variables. Et la fonction doit ensuite dire explicitement le résultat qu'elle envoie, elle doit le fournir tout simplement, car si l'on fait 8,2 plus 4,4, c'est bien, mais quel est le résultat? Pour nous, on l'écrit sur un papier, on met égal, on donne le résultat. Et bien, il faut faire pareil ici, il faut fournir ce résultat. Et pour cela, vous y voyez l'instruction return avec la valeur retournée à la fonction. C'est celle-ci qui sera donc renvoyée par la fonction et qui pourra être utilisée dans la suite du code. À partir de là, vous devriez donc avoir une question au sujet de cette fonction main qui renvoie donc un entier, int, et plus précisément, on voit qu'elle dit return 0, elle renvoie donc 0. Et d'ailleurs, quoi qu'il arrive, puisque on déroule notre code, on arrive à return 0 et on termine. Puisque c'est la fonction principale du programme, on fait par convention, encore une fois, la différence entre un programme qui a planté et un programme pour lequel tout s'est bien passé. Car oui, dès lors qu'on arrive à return 0 ici, c'est que le programme est complètement terminé. La fonction main va en fait appeler toutes les autres fonctions du programme une par une, et dès qu'elle arrive à 0, on termine le programme. Le système lira donc 0, et pour lui, même si c'est pas trop logique, 0 veut dire que tout est OK. Et vous voyez que j'ai aéré mon code avec des sauts de ligne, mais ça c'est juste pour y voir clair, pareil avec les tabulations, les espaces, etc. Vous vous en doutez que si j'avais tout collé, le compilateur n'aurait pas eu de gros soucis, mais moi tout comme vous, si. Vous voyez donc qu'au-delà de vous montrer un simple code, je vous ai expliqué des concepts fondamentaux sur la programmation, mais vous ne pouvez pas les avoir tous compris rien qu'en écoutant mes explications, non seulement car je ne sais pas si je vous ai donné la meilleure des explications possibles, mais surtout parce qu'il vous faut pratiquer pour bien comprendre tout cela. C'est donc normal si vous êtes encore perdu à ce stade de la vidéo. Et au lieu de passer maintenant 10 minutes à télécharger le compilateur, l'éditeur de texte, etc., vous pouvez vous rendre sur un site web vous permettant d'écrire et d'exécuter du code C à la volée. Par contre, si vous pensiez voir s'afficher une superbe interface graphique avec un Hello World en couleur, vous voyez, car on sait, par défaut, on n'affiche que du texte à l'écran dans ce qu'on appelle la console. Et oui, pour faire une belle interface, il faut là aussi écrire son code, et cela commence par importer ou inclure, rappelez-vous, du code déjà écrit pour créer des fenêtres graphiques. Mais on n'en est pas encore là, on va commencer dans la prochaine vidéo à taper concrètement du code C et en profiter pour voir d'autres points fondamentaux sur ce langage. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, je
je réponds absolument à toutes vos questions par rapport à cette vidéo et par rapport à ce langage C. Il est très important de comprendre pour vous ces principes fondamentaux car cela vous permettra d'être beaucoup plus rapide, souple, fluide pour la suite.